présentation de toutsurlehockey.com. Bonjour tout le monde et bienvenue à un deuxième épisode du Scoutcast, une série hors série si vous voulez, du TSLH podcast. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur au toutsurlehockey.com et membre du TSLH podcast. Aujourd'hui, un peu comme le premier épisode, on va faire un petit topo sur le scouting, dans le fond, les visionnements d'espoir que j'ai fait au cours de la dernière semaine, mais aussi depuis quelques semaines déjà. Dans le premier épisode, il y a quelques espoirs que je ne vous ai pas parlé parce qu'il n'avait pas encore participé au Hlinka Gretzky. Et je vais vous parler aussi en fin d'épisode un peu sur quelques espoirs des Canadiens de Montréal. Pas nécessairement sur des nouveaux visionnements, peut-être plus sur Norlinder, que j'ai quand même des nouveaux visionnements, mais plus sur mes attentes envers eux au cours de la saison. Donc, on va commencer par un espoir slovaque qui joue présentement en Finlande, qui s'appelle Juraj Slafkovský. J'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais j'ai des petites nouvelles sur lui. La semaine passée, je l'avais écouté dans la Liga, la meilleure ligue en Finlande, mais il n'a pas fait l'équipe. Malheureusement, il n'a pas fait l'équipe. Bref, moi, j'avais trouvé qu'il avait super bien joué pour cette ligue-là, sérieusement, un joueur nord-sud, capable de créer de l'offensive, de marquer des buts très foudroyants avec son tir. Mais bref, il n'a pas fait l'équipe. Il a joué aujourd'hui, je crois, sa première game de la saison dans la U20, dans la Sarja de la Finlande, qui a marqué un but. Mais j'ai pas encore écouté le match. Je vais l'écouter demain ou après-demain, selon les disponibilités de Instat Hockey, la plateforme sur laquelle j'écoute les matchs. Mais bref, je vais être capable de vous faire peut-être plus un petit topo vendredi prochain ou dans 2 semaines, dépendamment de quand j'enregistre l'épisode numéro 3. Mais je m'attends, s'il joue dans la Sarja, je m'attends à une excellente saison offensive de sa part. Je préférerais vraiment qu'il joue en Liga. Bref, je préférerais qu'il joue en SHL ou bien en Amérique du Nord que la Liga ou bien la Sarja. Mais on va faire avec. Hein? Il n'y a pas le choix. Donc, s'il joue effectivement dans la Sarja toute la saison, je m'attends à une production plus d'un point par match de lui. Il est capable, il a le talent pour, et il va juste confirmer un peu son statut de top 10. Mais encore plus s'il joue dans la Liga et mettons qu'il produit un 30% sur 30% de match, mettons, ou 50%. On verra là, au cours de la saison, mais je suis très, très, très emballé par cet espoir. J'ai hâte de voir la suite pour lui. Ensuite, on va se transporter en SHL. On va rester en Finlande. Je vais vous parler de Otto Salin. Otto Salin avait joué dans le Hlinka Gretzky, mais j'avais pas écouté son premier match en Finlande la semaine passée. Là, je l'ai écouté et je l'ai pas trouvé mauvais, sérieusement. Bonne mobilité, surtout nord-sud, là, qui a une bonne mobilité, mais quand même capable de se mouvoir dans les 4 directions pour éviter la pression. Très impliqué dans la relance. En offensive, il bouge bien. Mais malheureusement, dans son match, il y a eu un coup salaud à la tête, là, une mise en échec tardive après qu'il s'est débarrassé de la rondelle. C'est pas qu'il s'est pas protégé. Le gars, il a vraiment été... c'est un ancien joueur de la nationale de hockey. Je me souviens pas de son nom. Son nom me revient pas. Mais bon, c'est pas grave. Mais on n'a pas de nouvelles sur sa blessure, sur quand est-ce qu'il va revenir. Puis c'est vraiment dommage parce que c'était un des bons défenseurs là, de la Finlande. Puis moi, les défenseurs de la Finlande, souvent, je les aime bien, comme Ville Heinola, Jimmy Suomi l'année passée. Mais il n'a pas été repêché, mais c'est pas grave. Mais Otto Salin, gardez ce nom-là en tête pour le restant de la saison. J'espère qu'il va revenir assez rapidement et qu'il n'y aura pas de complications avec sa commotion cérébrale. On va se diriger en Suède, dans le fond, dans la SHL, plus précisément dans la nationale, la U20. J'ai regardé quelques espoirs cette semaine de cette ligue. Ludwig
Pearson, en tout cas, Persson, qui est un avant, un ailier. J'aime bien sa mobilité. Je l'ai regardé justement avec Frolunda, l'équipe junior Frolunda. Pas détesté pantoute son niveau de jeu, si je peux me permettre. Peut-être plus un joueur de périphérie là, qui se base surtout sur sa vitesse, sa mobilité et son talent offensif pour diriger le jeu, mais c'est pas vraiment lui, en fait, qui dirigeait le jeu. C'était plus son coéquipier numéro 19 qui a été repêché cette année. Je me rappelle plus par qui, désolé, j'aurais dû plus checker. Mais c'est Nielsen, son nom de famille. Là. Bref, le numéro 19, qui contrôlait pas mal plus le jeu, très, très, très impliqué en offensive. Puis Pearson, il faisait juste assister ce joueur-là. Puis souvent, il y avait des buts qui se créaient ou des chances de marquer en raison de la bonne chimie que ces deux-là ont. Ils ont un très bon instinct offensif. Je pense pas qu'il va jouer dans la SHL cette année. Pearson, c'est un gars qui n'a pas un énorme gabarit non plus. Donc, je le verrais vraiment plus toute l'année avec Frolunda U20 dans la nationale. Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas. Mais son tir, je ne peux pas vous en parler vraiment parce qu'il a marqué 2 buts, mais c'était 2 buts de déviation puis de retour. Donc, rien d'impressionnant là-dedans. C'est plus au niveau des passes, des entrées de zone, puis protection de rondelle que je l'aime bien. Là. Protection de rondelle avec la finesse et non pas avec son corps. Là. Mais il y a des belles qualités, surtout pour un choix tardif, là, mais peut-être autour de l'année. J'ai juste à regarder 3 matchs à date. Là. Puis il y en a 9, je crois, disponibles. Donc, ça se peut très bien que la semaine passée, si j'ai écouté les autres matchs, que je change un peu d'avis là-dessus. 3 matchs, c'est pas assez pour vraiment vous faire un profil détaillé. Mais c'est mes visionnements à date ont donné ça. Donc, si je continue dans en Suède, je vais vous parler de Ludvig Jansson. Jansson, probablement plus la prononciation, qui est un défenseur. Durant le tournoi des 4 nations qui a eu lieu il y a une couple de semaines, il y a eu une séquence où je l'ai vraiment remarqué et que j'ai été très impressionné. En tout cas, le gardien de but avait été mauvais, mais il avait monté à rondelle de sa zone jusqu'en offensive, débordé le gardien de but, tiré du revers un peu faible, mais elle a rentré entre le poteau et le gardien de but. Ça m'a vraiment impressionné, fait que j'ai noté son nom immédiatement. Et je me suis dit, bon, j'allais regarder des matchs de lui en Suède. Et pas une perte de temps, là. Ça serait chiant un peu de dire ça. Mais j'ai pas aimé pantoute son niveau de jeu. Il prend trop de temps pour prendre ses décisions. Quand il y a de la pression, c'est vraiment chaotique son jeu. Manque de cohésion avec ses partenaires. Souvent, la rondelle se ramasse entre les deux, puis il n'y a aucun des deux qui va la chercher ou les deux vont la chercher. Donc, au niveau de ses assignations défensives, c'est pas mieux. Donc, il y a du talent, il y a de la mobilité, mais c'est juste des petits flashs une fois de temps en temps. Pour l'instant, ça va pas super bien. Donc, j'abandonnerai pas sur ce jeune-là. Je vais quand même le regarder. Là, ça demeure un espoir qui a un certain talent. Là. Bref, manque de constance peut-être ou de confiance. Une fois que la roue va être partie, peut-être. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est plus dans les prochaines semaines peut-être que je vais être capable de plus évaluer son talent. Là. Mais pour l'instant, je pars avec un pas de recul, si vous voulez. Là. Donc, ensuite, si on continue dans la Suède, on va parler de Mattias Havlid. Un peu le même profil que Ludvig Jansson que je viens de vous parler, mais beaucoup plus talentueux, plus son taux d'efficacité est plus élevé. Mais j'aime pas nécessairement. Je l'avais vu dans c'est pas dans l'Inka, c'est-tu dans l'Inka? Oui, dans l'Inka Gretzky. Je l'avais pas détesté. Mais il n'est pas tout le temps là pour jouer. Ça n'a pas de l'air d'un gamer, ça a vraiment plus l'air d'un gars qui remplit un chandail. Surtout dans la nationale en Suède. Ça allait pas toujours bien. Là. Il manque de raffinement dans son jeu. Il faudrait un peu y botter le cul là, pour qu'il se force un peu plus à jouer sérieusement parce qu'il y a du talent. Il y a de la mobilité, il y a des mains incroyables à la ligne bleue pour faire des entrées de zone aussi, puis pour se débarrasser de ses couvreurs, mais ça marche pas assez souvent. Ça c'est vraiment tannant. Tu sais, quand vous aimez un espoir ou un joueur chez le Canadien ou peu importe, et que vous savez là, qu'il pourrait en faire vraiment beaucoup, mais qu'il le fait pas. Un peu comme Benoît Pouliot dans le temps, là, si vous. Tu sais, c'est un joueur qui avait tous les outils, mais il n'est pas capable de les utiliser. Mais Mattias Havlid, c'est un peu ça. Mais j'ai pas encore abandonné comme j'avais abandonné sur Benoît Pouliot, là, mais sur lui, tu sais, je vais le regarder assez précisément. Il y a
quelques personnes assez intensément. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont en première ronde pour le repêchage 2022. Donc, ça se peut très bien que ce soit juste passager, là, puis que ça aille mieux dans les prochaines semaines. Mais il va falloir qu'il m'en montre pas mal plus pour que je l'aime. Ensuite, Liam Ogren, qui est un avant, un ailier surtout. Il avait joué dans les Linka Gretzky, mais il m'avait pas nécessairement impressionné. Oui, il avait bien joué, il avait fait des points et tout, là, mais je n'avais pas vraiment flashé dessus. Mais il a joué pour Djurgårdens Gardens dans la SHL en exhibition, en pré-saison, et pas détesté son jeu. Premier match vraiment frileux. Il n'y a rien qui fonctionnait vraiment. Gars qui se replie, mais son échec avant n'était pas là pas en tout, même si la SHL n'est pas reconnue pour le jeu hyper physique. J'aimais bien quand dans la Linka, c'était un gars qui était quand même assez impliqué sur la glace. Et le premier match, il n'a vraiment pas été impressionné. Mais le deuxième match, là, ça a vraiment mieux été. Et il ne jouait pas malheureusement avec William Eklund, le prospect de San Jose, mais ça allait quand même assez bien sur la glace. Oui, offensivement, il tirait de trop loin pour rien. On dirait qu'il perdait un peu sa vision offensive. Il faisait juste essayer de ne pas faire d'erreur, mais des fois, quand ils font ça, les espoirs, ils tuent l'offensive, c'est un peu tannant. Mais quand même, il s'attardait à faire une bonne échec avant, à mettre de la pression sur les défenseurs, à essayer de créer des revirements. Et à plusieurs occasions, ça a quand même mis un peu la pression sur les défenseurs. Puis ça fonctionnait comme échec avant. Fait que lui, d'après moi, il va jouer dans la Allsvenskan ou dans la nationale toute l'année, mais avec quelques matchs là, en SHL, ça ne m'étonnerait pas pendant tout parce que Djurgårdens aime bien utiliser les espoirs là, assez jeunes dans la SHL. Ensuite, je peux vous parler de Gabriel Kengas ou Kengas, peu importe. Là. Un espoir un peu comme Ogren, là. Il est correct, là. il a joué surtout dans la Allsvenskan, si je me souviens bien. J'ai pas détesté son jeu, je l'ai pas aimé non plus. Un espoir probablement de entre 3 et 5e ronde, si vous voulez. Là. Pour l'instant, en tout cas, mon sentiment, c'est ça. Une bonne mobilité, sait comment faire de l'offensive un peu, mais tu vois qu'il est assez limité. Donc, il est utilisé en PK aussi, donc ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement mauvais quand même quand un entraîneur de la Svenskan t'utilise sur le désavantage numérique. Mais vraiment à regarder de près éventuellement. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment d'impressionnant, mais on va voir plus tard. Là. Jamais je vais le mettre dans ma première ronde. Là. C'est impossible, mais je ne déteste pas regarder des espoirs, même de 3 ou 4e ronde, personnellement. On va aller regarder ensuite un espoir en défensive. J'en avais parlé un peu dans le premier épisode, mais j'avais juste nommé son nom, David Jiříček. J'ai regardé ses performances dans le 4 Nations, dans le 4 Nations, et vraiment pas détesté son jeu sérieusement. Tu sais, j'aime beaucoup aussi Simon Nemec, qui est son compatriote de la Slovaquie. Donc, Jiříček, excusez, c'est un gars de la République tchèque. Et bref, si mettons je l'avais comparé à Simon Nemec de la Slovaquie, en ce moment, je ne sais pas lequel que je mettrais en premier par rapport à l'autre. Nemec est beaucoup plus offensif, plus mobile, mais vraiment plus risqué dans sa zone, selon moi. J'ai vu à certaines scouting reports que Nemec était très bon avec son bâton et tout, et moi, je ne le trouve pas nécessairement, mais bon, bref. Pour Jiříček, c'est plus un général à ligne bleue. Quand même physique dans Four Nations, c'est pas nécessairement un tournoi physique à fond, mais j'ai vu quelques séquences où il dominait physiquement ses adversaires, donc vraiment pas détester ça. Comme je disais, c'est un général, il manque un peu de mobilité, plus d'explosion, de dynamisme, mais il a vraiment une bonne vision, donc son anticipation est au-dessus de la moyenne, et il n'y a pas de misère à avoir un pas de plus, un pas en avant des autres, dans le fond. Fait que, tu sais, quand tu as un manque de vitesse, ce genre d'affaire-là est vraiment utile, un peu comme Nick Suzuki, si vous voulez, chez Canadien Montréal. C'est pas le gars le plus rapide, mais il a tellement une bonne anticipation que ça apparaît pas nécessairement au quotidien, là, dans tous ces chiffres là, dans un match. Jiříček, en offensive, en défensive, c'est un gars qui est très polyvalent. J'adore sa première passe sur la glace, très précis. C'est rare qu'il se fait intercepter ces passes-là. Il va créer des revirements avec son physique, son bâton, son positionnement, puis après ça, il va relancer l'attaque très rapidement. J'ai adoré voir ça dans le tournoi des 4 Nations et très hâte de le voir aussi jouer dans sa saison, là, dans sa ligue. Je ne me rappelle plus où il va jouer cette saison. Je ne sais pas si ça va être dans sa ligue ou bien en Amérique du Nord ou dans une autre ligue. Là, je ne me souviens pas, désolé
J'aurais dû regarder. Mais c'est ça, c'est bonne vision, patin un peu, blabla, mais bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, on va regarder un peu 3 espoirs de la Russie. Ça va être un court épisode cette semaine. Là. Je sais pas que j'ai pas regardé beaucoup de hockey, mais peut-être j'ai moins de contenu là, que l'épisode 1, mais c'est pas la fin du monde. Un épisode de 30 minutes, c'est moins pire qu'un épisode de 10 minutes, mettons. Donc, Danila Yurov. Danila Yurov est un espoir russe qui jouait en KHL en pré-saison. Là, je crois qu'il joue dans la MHL ou dans la VHL. Je pense que c'est dans la VHL. Dans la KHL, il jouait comme ailier, vraiment pas beaucoup, malheureusement. Et c'était vraiment dommage parce que malgré le fait qu'il ne jouait pas beaucoup, il réussissait à être offensif et dangereux, menaçant sur la glace. Et j'ai adoré le voir comme ça. Mais quand tu joues 2 minutes par match, c'est vraiment dur d'évaluer un prospect. Fait que là, il a été retourné dans la VHL, si je me souviens bien. Et il joue au centre, présentement. J'ai regardé un match à date dans la VHL et vraiment pas détesté son match. Sérieusement, très offensif, impliqué sur la glace, pas un gars super physique, mais avec son bâton, il est quand même bon pour mettre de la pression sur l'adversaire. Ensuite, mobilité, j'apprécie sa mobilité. Et même en défensive, là, il n'est pas nécessairement mauvais. Là. Donc, je déteste pas ça de lui. Capable de faire des jeux en offensive aussi. Donc, une très bonne vision. Je le vois première moitié de la première ronde, probablement. On va le voir. Tu sais, vu que c'est pas un gars nécessairement de trafic avec un bon gabarit et tout, peut-être qu'on va le voir un peu se voyager en première ronde, un peu comme Fabian Lysell en 2021, le Suédois. Il n'y a pas qu'il a le même profil, là, mais un peu le même genre d'espoir, c'est-à-dire très offensif, quand même impliqué, mais un peu faible physiquement. Fait que, tu sais, on ne sait pas qui va sortir, mais je m'attends à le voir dans le top 10 de certains et dans le top 30 de d'autres. Donc, on va voir ce que ça va donner, là, mais... Bref, on va terminer avec 2 espoirs que j'ai pas nécessairement aimé à regarder cette semaine ou la semaine passée. C'est-à-dire Raul Yakupov. Pourquoi je l'ai regardé lui? C'est parce que je l'ai vu son nom quelque part, puis j'ai dit, bon, il y a vraiment un nom cool. Raul. je sais pas. Ça me tentait. Et Yakupov, bien sûr. Et non, j'aurais pas dû. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu mon temps durant 9 matchs à regarder cet espoir-là. Un gars, c'est un peu chiant, mais un gars mettons, d'énergie physique, avec une certaine efficacité proche du filet. Dans le fond, il est capable de faire des petits jeux très rapides ou des tirs assez précis. Là. Mais c'est pas un gars qui va driver en offensive, c'est pas un gars non plus qui va scorer des buts incroyables. Donc, si mettons une équipe là, choisie, c'est vraiment plus parce qu'il le voit comme un rôle de profondeur avec l'énergie puis du physique. Là. C'est un gars qui est capable de s'imposer physiquement. Donc, j'ai regardé 9 matchs de pré-saison. J'aurais dû diviser ça de moitié. Mais j'ai comme persisté. Donc, cette saison, je ne m'attends pas à regarder beaucoup. Mais une fois de temps en temps, je vais regarder voir s'il n'y a pas une augmentation de sa production et de son talent en général. Là, si c'était pas juste passager. Là, s'il avait nommé, là, si quelqu'un avait nommé ce joueur-là, ça ne devait pas être pour rien. Donc, je vais m'attarder sur lui. Ensuite, pour finir, Ivan Koromichlov. Un joueur que beaucoup de personnes aiment en défensive en Russie, mais moi, j'ai détesté le regarder cette saison dans les dernières semaines. Je comprends pas de où ça vient, cet amour-là pour ce joueur. Je sais que l'année passée, il était excessivement bon, selon Simon Saint-Laurent, qui est pour TSLH Espoir également, avec nous. Mais en ce moment, ça marche pas en tout. Oui, il est capable de déjouer c'est un défenseur en passant. Raul Yakupov, c'est en avant. Puis Koromichlov, c'est un défenseur. Une bonne mobilité, des bonnes mains, mais un peu comme Ludwig Janssen, tantôt que je parlais, aucune cohésion avec ses coéquipiers. Ensuite, prend beaucoup de temps pour prendre ses décisions. Crée beaucoup de revirements, ça complique la vie sur la glace, en offensive ou en défensive. Puis en défensive, c'est terrible, son jeu en ce moment. J'aimais pas ça regarder ses matchs, ça me rendait mal à l'aise. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe en ce moment pour qu'il se ressaisisse, parce que je sais qu'il y a du monde qui apprécie ce joueur-là. Donc, il doit avoir quelque chose, mais pour l'instant, je le vois pas à tout.
Donc, on va voir sa progression au niveau de la saison, mais pour l'instant, encore une fois, je pars avec un pas de recul, si on veut. On verra. Okay, je n'abandonne pas nécessairement encore pour ce jeune-là, mais ça s'annonce mal. Donc, ça fait juste 20 minutes qu'on parle que je parle à Batman d'espoir. Et là, je vais plus me diriger vers les Canadiens de Montréal. J'ai regardé beaucoup Kostenko, Dimitri Kostenko, les premiers matchs en VHL. En ce moment, ce joueur-là va jouer en VHL, j'espère, toute la saison. Il va probablement battre des records pour son âge dans la ligue. C'est une personne qui me dit que dans son année draft -1, draft -2, il y avait le record pour la production, si vous voulez, pour un défenseur dans la MHL. Et je suis allé voir, puis c'est vrai que pour les moins de 18 ans dans la MHL, c'est le deuxième. C'est le deuxième, mais pour draft -1, draft -2, c'est vraiment lui le premier. Pour le U18, mais c'est parce que c'est pas lui le premier, parce que Marchenko, le gars qui est premier, il a été repêché à 19 ans. Donc, bref, je comprends pourquoi le draft -1, draft -2, il sort pas, parce que le draft -2, mais c'était... En tout cas, bref, c'est un peu spécial à expliquer, là. Mais bref, lui, il est très productif, si vous voulez, Kostenko. Et en VHL, le record pour les moins de 20 ans au niveau de la défensive, c'est genre 23 points. Puis il y en a d'autres jeu de 9 qui a accumulé l'année passée. Donc là, il y a 2 matchs de jouer, puis il y a un but, 2 passes. Donc, je m'attends à ce qu'ils battent le record s'ils restent en VHL. Généralement, les espoirs qui ont du talent, dans le fond, en Russie, ils ne jouent pas dans la VHL longtemps, ils vont jouer dans la KHL. Donc, ça se peut très bien qu'il soit rappelé ou que c'est le facteur principal qui fait en sorte qu'il n'y a pas des gros records dans la VHL. C'est assez défensif en VHL. Mais lui, niveau défensif, ça ne va pas encore super bien. Là. Ses assignations ne sont pas toujours justes. Mais bon, bref, c'est pas la fin du monde. Là. Mais en offensive, écoute, il est vraiment bon, il a un bon tir. Il manque un peu d'équilibre, après son tir, il tombe souvent, mais bon, bref, c'est pas grave. En avantage numérique, il est vraiment bon. Tous ses points sont faits là quasiment à date. Non, pas quasiment. Tous ses points sont faits là à date. Et c'est ça. Fait que là, tout ce qu'il faut qu'il fasse en ce moment, c'est stabiliser son genre défensif. Il est physique, il est capable de sortir une couple de mises en échec par match. Je n'avais parlé un peu là, dans le dernier épisode. Donc, c'est un bon prospect. C'est en 3e ronde qui a été repêché. Je pense que j'avais dit 4e dans le dernier épisode, mais c'est vraiment en 3e ronde. Il m'intrigue. Sérieusement, il m'intrigue. Un peu comme Norlinda m'intriguait. Mais lui, sérieusement, je l'aime bien. Là. Donc, je vais le suivre de très, très, très près cette année. Je vais probablement faire des rapports de match assez souvent sur hockey.com. Un peu comme Norlinder quand il va retourner en Suède. Donc, lui, il a joué... enfin, il reste un match à jouer avant de s'en venir au Québec. Je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou c'est demain. Mais une fois qu'il va s'en venir, bon, il va tenter sa chance là, pour faire sa place avec le Canadien. Je pense pas qu'il va la faire, mais on ne sait jamais. Donc, Norlinder, il m'a convaincu là, un peu pendant la pré-saison là, en SHL, dans la Ligue des champions également. Il m'a convaincu qu'il y a un potentiel, ce jeune-là. Et c'est sûr qu'il manque de stabilité dans sa zone surtout. Des fois, il est plus fort, donc il peut plaquer un peu plus, là, mais c'est pas ça il ne faut pas baser son jeu défensif là-dessus. C'est vraiment plus sur sa vision du jeu et sur ses décisions avec la rondelle pour la relance. Là, il simplifie son jeu en ce moment, puis j'adore ça. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Mais là, il reste à améliorer ses assignations défensives, sa communication avec son coéquipier, et juste d'avoir un meilleur puck tracking. Parce que des fois, il perd la rondelle de vue, puis il est trop absorbé par la rondelle, et il laisse son joueur aller, puis ça fait des occasions de marquer. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Puis je pense pas que ça va être cette année qu'il va faire la Ligue nationale de hockey. Il pourrait probablement jouer à Laval. Mais à Laval, c'est pas là que tu vas être full offensif. Donc, va-t'en à SHL, domine offensivement. Puis après ça, l'année prochaine, reviens-t'en. L'année prochaine, reviens et tente ta chance. Et c'est là-dessus un peu que je voulais vous parler pour finir l'épisode, le court épisode de cette semaine. Probablement que ça va être plus long la semaine prochaine. Mais je voulais vous parler de Kaden Goulet, Jayden Struble, Jordan Harris et Mathias Norlinder. L'année prochaine, ça risque d'être vraiment
vraiment intense comme pré-saison. Parce que selon moi, Jaden Struble, surtout s'il y a une bonne saison cette année, il va s'en venir pro. Il va avoir sa chance. Sérieusement, je crois que lui, Harris, Struble, Harris, Norinda et Goulet l'année prochaine, qui sont tous gauchers, vont avoir leur chance de faire les Canadiens de Montréal. Goulet, très physique, bonne mobilité, tout va dépendre de cette saison, mais je crois qu'il pourrait retourner une saison en WHL ou aller dans la ligne américaine. Je crois qu'il pourrait aller dans la ligne américaine. Donc, ce serait pas grave s'il ne ferait pas sa place avec les Canadiens de Montréal. Mais tu sais, Sherratt va partir. Ça ne m'étonnerait pas que si le Canadien ne fait pas les séries cette année, qu'il échange Sherratt. On verra, là, mais ça ne m'étonnerait pas avec tous les défenseurs gauchers qui s'en viennent. Ça ne m'étonnerait pas. Brett Kulak, tous ces joueurs-là vont probablement tous partir. Donc, il va y avoir une place ou deux pour 4 jeunes. Et je crois qu'au moins un va faire l'équipe. Harris, il y a des très bonnes chances de le faire. Pas nécessairement offensif, mais un peu un meilleur Victor Mété, si vous voulez. Un Victor Mété qui n'a pas été rushé dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il prend des bonnes décisions avec la rondelle, qui a amélioré son tir, très important, qui a une excellente mobilité défensive. C'est pas un pied de céleri non plus. Il suit bien le porteur du disque. Je pense qu'il y a de l'amélioration à faire un petit peu en défensive, mais peut-être que cette saison, ça va bien aller. Là, j'ai hâte de voir. Pour Struble, mais c'est un cheval de trait, sérieusement. Excellente mobilité. Très physique. Vraiment, vraiment, vraiment physique. Et il est mean. Enfin, il est vraiment méchant. Puis je sais qu'il a confiance en ses moyens et qu'il va tout faire pour faire la Ligue nationale de hockey. J'ai vraiment confiance en lui. En fait, tout va dépendre de ses blessures, mais il paraît que sa blessure est réglée. Donc, il y a un excellent texte là, sur TVA Sport qui a sorti une couple de jours ou de semaines. Là, puis c'était super bon de faire un topo là, de Jaden Struble. En plus, ils ont utilisé une de mes vidéos. J'étais très content. Donc, lui, l'année prochaine, il ne retourne pas dans la NCAA, je crois qu'il va avoir sa chance et qu'il pourrait très bien faire l'équipe, sérieusement. Sinon, il va aller à Laval, puis ça va super bien aller. Ça va très bien aller. Lui, sa progression, c'est la première année dans le NCAA. Ce que j'aimais pas, c'est que oui, il avait de la mobilité, oui, il était physique, mais une fois qu'il avait la rondelle, il montait, il arrivait en offensive et il ne savait pas quoi faire avec. Souvent, les jeux mouraient. Dans la deuxième saison, ça a vraiment mieux été. Vraiment, vraiment mieux. Mais encore une fois, il s'est blessé. Donc là, cette année, je veux qu'il se stabilise, qu'il ne se blesse pas, qu'il joue la saison au complet, qu'il demeure physique, très mobile, mais que son offensive sorte. Je veux le voir produire. Peut-être 75% des matchs, là, j'aimerais ça avoir au moins un point. C'est ce que je voudrais. Harris, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de points, mais lui, j'aimerais qu'il y ait aussi une bonne production offensive pour montrer à quel point il est bon. Et je sais qu'il y a un excellent tir, mais il n'a pas produit beaucoup de buts à date, mais je m'attends peut-être à doubler sa production offensive au niveau des buts. Donc, à garder à l'œil. Pour Norlinder, c'est probablement lui là, qui va avoir plus de chance parce qu'il est exactement ce que le Canadien a besoin. Donc, l'année prochaine, j'ai hâte de voir, mais personnellement, j'aimerais mieux qu'il joue une année à Laval ou au moins, un peu comme Caulfield, là, qui joue quelques semaines à Laval pour qu'il s'habitue aux petites glaces et à la compétition qui est plus rapide, plus robuste qu'en SHL. Et un peu le système du Canadien. Jean-François Houle, je crois qu'il va être capable de bien le cerner là, pour le faire progresser. Ensuite, c'est pas mal ça que je voulais vous parler. Là, Kapanen va commencer aujourd'hui sa saison là, dans la Liga. Il a fait l'équipe, donc très, très, très content. Il joue par contre sur le 4e trio, malheureusement. Mais c'est pas la fin du monde. Je veux qu'il amène l'énergie avec une coupelle de chances de marquer une fois de temps en temps. Quand il est sur la glace, je veux le voir jouer. Je veux qu'il apparaisse sur la glace. Je veux pas juste qu'il soit là pour patiner. T'sais, oui, au début, il va être probablement un peu frileux, un peu peur de faire des erreurs, mais la confiance, elle va venir. Puis j'espère qu'il va monter dans les échelons de l'équipe. Sinon, l'année prochaine, il viendra dans la AHL. Ensuite, Kidney a commencé aujourd'hui sa pré-saison, parce que la semaine passée, j'avais parlé qu'il avait commencé la pré-saison, mais c'était juste un match amical contre les Sea Dogs. Là, il a vraiment commencé aujourd'hui sa pré-saison. Il a créé un revirement, il a fait un but. J'ai pas encore écouté le match, j'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu ça sur Twitter et je vais sûrement regarder ses matchs cette semaine. En fait, il y a beaucoup de joueurs. Joshua Roy aussi a marqué un but aujourd'hui.
Et dans la prochaine semaine, je vais probablement me concentrer un peu sur la LHJMQ, là, sur Vidicek. Là, Tristan Luneau, il joue pas. Mais bon, c'est pas grave. Là, mettons, Gaucher, je vais le regarder jouer aussi. Fait que, il y a plusieurs joueurs qui vont jouer cette semaine. Fait que ça se peut très bien que la semaine prochaine, je vous parle enfin de la LHJMQ. Donc, très hâte de les regarder cette semaine. Et probablement un peu de la Finlande aussi et de la Russie. Là. Miroshnichenko continue de jouer dans la FVHL. Ivan Miroshnichenko, qui est un espoir top 10 pour leur prochain repêchage, peut-être même top 5. Donc, je vais me concentrer un peu sur les joueurs qui viennent de commencer leur pré-saison et leur saison. Donc, il y a un petit décalage entre l'Europe et l'Amérique du Nord, mais c'est pas grave. Donc, je vous remercie. C'est vraiment un petit épisode de 30 minutes. Mais quand même, 30 minutes, c'est pas rien. Petit épisode là, pour faire un petit topo de mes scoutings pour l'instant, de mes scouting report pour l'instant. Donc, c'est un peu comme ça que je vais en parler. Peut-être des fois, je vais plus vraiment vous parler de statistiques de joueurs, combien ils ont produit, le nombre de tirs, chance de marquer, ces affaires-là. Mais c'est pas vraiment ça que j'aime faire. C'est vraiment plus mes impressions. Mais vu qu'il y a juste l'Europe en ce moment, puis que je vous ai parlé de vraiment beaucoup d'espoir la semaine passée, ça me coupait un peu sur le contenu de cet épisode, mais c'est pas la fin du monde, je crois que ça peut intéresser quand même certaines personnes. Donc, on va se revoir probablement la semaine prochaine, si je ne vais pas cette dentiste comme aujourd'hui, qui ne me fait pas piquer 7 fois dans la bouche. Donc, j'ai failli pas m'enregistrer aujourd'hui à cause de ça. J'avais la misère à parler, mais là, c'est dégelé. Donc, après 7h30, c'est dégelé. Donc, une bonne affaire. Bref, suivez-nous sur toursurlehockey.com, sur Twitter, sur Facebook. On produit beaucoup de choses sur les espoirs. Je sais que Simon Servant va commencer aussi ses visionnements. Matt aussi, Matt Parra, qui a commencé cette semaine et qui tripe déjà sur quelques espoirs que j'avais prédits. Mais bref, on va être capable de vous en parler sur des épisodes un peu du TLCH podcast normal, là, les épisodes normaux. Mais bref, moi, je vais continuer quand même à faire des petits scoutcasts peut-être une fois par semaine, des fois une fois par 2 semaines. Là. Ça va dépendre si je travaille le vendredi, évidemment. Donc, continuez de nous suivre. On est sur toutes les plateformes. Partagez. Si vous voulez donner des avis aussi sur Apple Podcasts pour aider à ressortir notre podcast un peu plus, partagez-les. Suivez-nous. Moi, sur Twitter, c'est sous le radar LNH. Donc, chaque semaine, là, quand j'écoute des matchs et que je vois qu'une séquence intéressante ou positive ou négative, je la partage sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à partager notre contenu. On adore ça faire ça.